Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, votre rendez-vous quotidien de la transition écologique, énergétique et sociétale. Ici, on accompagne les entreprises à impact positif. Voici le sommaire du jour. La DGCCRF, la direction de la répression des fraudes, vient d'épingler le marché des smartphones et tablettes reconditionnés. Notre invité, Maxime Dupont, qui est manager conseil RSE au sein du cabinet de conseil Bartel, analysera le signal que cette enquête envoie aux professionnels. Notre débat, il portera sur la lutte contre la précarité hygiénique. La crise sanitaire a aggravé l'accès aux produits de base pour des millions de Français. On verra quel rôle peuvent jouer les entreprises. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour est signée Keepit. C'est un électroménager qui se veut durable, local et réparable. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Maxime Dupont, bienvenue. Vous êtes donc manager conseil et RSE au sein du cabinet Bartel. On va parler ensemble de cette enquête de la DGCCRF, la répression des fraudes. Sur 84 magasins et sites de vente en ligne contrôlés, 53 revendeurs ont fait l'objet d'une injonction administrative ou d'un avertissement pour des anomalies en matière d'information aux consommateurs. J'allais vous demander qui sont les fautifs. Alors je ne cherche pas, je ne veux pas les noms des entreprises, mais pour savoir quelle place ils ont dans le secteur. Vous voyez, c'est des petits, c'est des gros qui sont les fautifs. Très bien, bonjour d'ailleurs d'abord Thomas Hude, merci pour votre invitation. Ce qui est intéressant, je pense en effet sur cette enquête et ces résultats, c'est qu'en fait on a un marché du reconditionné dans le marché même du reconditionné. C'est-à-dire qu'on a des acteurs, des gros industriels, sans les citer, mais qui ont des réseaux de magasins, qui ont une force de frappe assez importante. Et de l'autre côté, on a des marketplaces qui ont des façons de procéder sur le marché qui sont un petit peu différentes, des entreprises qui sont plus petites, plus éclatées, qui passent finalement en dessous des radars pour beaucoup des contrôles, et qui finalement, sur un secteur, et en tout cas le régulateur qui n'a pas forcément une vision très sèche du cadre légal, et notamment des décrets d'application de toutes les lois AGEC et autres, sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. Bien sûr, En fait, on a finalement des opportunités qui se sont créées, et le régulateur qui arrive un petit peu après. Donc là, c'est plutôt des petits acteurs qui se faufilent un peu dans les failles, quoi, c'est ça ? C'est ça, en fait, on voit, notamment, c'est un mouvement de petites marketplaces, de petits réseaux de distributeurs, de commerçants. Rien à voir avec des grandes chaînes de magasins, grandes enseignes qu'on connaît. Oui. Alors c'est intéressant parce qu'on recevait il y a quelques jours un créateur de start-up dans ce secteur français et qui alors lui met en place des circuits courts, ateliers localisés en France, batterie de tests sérieux. Il était très heureux que la DGCCRF mette son nez dans cette histoire. La répression des fraudes en première ligne, pour vous c'est un bon signal. Pourquoi ? Ah oui, c'est un excellent signal parce que finalement, et d'ailleurs on le voit déjà, il y a eu un décret d'application là, le 18 février dernier qui vient finalement rassurer un peu les industriels et les acteurs du marché du reconditionné en donnant un cadre de référence un petit peu plus précis que c'était le cas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que dans ce décret d'application, on redéfinit ce que ça veut dire vraiment le reconditionné, on intègre l'interdiction de mettre comme neuf, état neuf, toutes ces appellations et allégations produits qui sont trompeuses finalement pour les consommateurs. Et donc tout ça vient structurer un petit peu le marché, donc c'est une très bonne nouvelle. Il y a des précédents, il y a d'autres secteurs comme ça où finalement le business a été plus vite que le législateur et il a fallu que la répression des fraudes s'en mêle, quoi. Ouais, je dirais que c'est le quotidien finalement du marché en France et en Europe. Des exemples concrets, précis qui ont marqué tout le monde, c'est par exemple l'arrivée de Uber sur le marché français. Ça n'a rien à voir avec le reconditionné, mais on a eu des tensions sociales vis-à-vis des taxis qui se sont mis en grève. Puis après, le régulateur a essayé d'ajuster, mais un petit peu à la hâte, le marché. Donc après, on a eu des tensions côté VTC. On a aussi les mêmes cas avec Airbnb sur le marché de la location, notamment à Paris, avec le cadre légal qui s'est fait finalement après coup. Et donc on a comme ça c'est le jeu finalement du régulateur. C'est que le régulateur, si on prend l'exemple de la loi AGEC, la loi AGEC, elle a eu un très bon calendrier puisqu'elle est sortie en février 2020. Donc juste après, on est parti en confinement. Les administrations étaient fermées. Donc finalement, les décrets d'application sont sortis très tard. Donc le problème derrière ça, c'est que finalement, les industriels, les grands réseaux, les grandes enseignes ne peuvent pas se positionner, ne peuvent pas investir, ne peuvent pas... Ils ont une certaine aversion au risque et donc ils peuvent pas prendre le risque d'aller... Tant que les décrets ne sont pas précis, etc., ils n'y vont pas, quoi. Alors, les petits, eux, ils démarrent, quoi. Eux, ils peuvent y aller, ils risquent finalement pas grand-chose.
ils seront peut-être même pas contrôlés, etc. Et finalement, le décret dont je parlais du 18 février dernier, il arrive quasiment 2 ans, jour pour jour, après la loi AGEC. Donc c'est quand même un signal assez fort. Ouais. Les tablettes et smartphones reconditionnés ont représenté un marché d'1 milliard d'euros en 2021, d'après une étude Kantar pour Recommerce, augmentation de 15% en un an. Si on se projette un peu, c'est une croissance qui doit continuer ? Ah oui, elle est logique, elle est mécanique. Quoi. Oui, c'est vrai, les chiffres que vous rappeliez sont importants. On parle beaucoup des tablettes et des smartphones, mais finalement, le reconditionné va aller de plus en plus vers d'autres appareils du quotidien. On parle beaucoup du petit électroménager, du gros et moyen électroménager. Et on voit vraiment une tendance de fond qui se précise de plus en plus. Pour donner 3 exemples assez concrets de signaux faibles, qui sont d'ailleurs pas très faibles quand on voit la taille de ce qui se passe, mais on a par exemple des enseignes type boulanger qui, avec un consortium d'acteurs, ont racheté notamment Recommerce. Ouais. Et donc l'intérêt derrière ça, c'est que finalement boulanger et d'autres enseignes ont des réseaux de magasins. Ils vendent de l'électroménager, ils vendent des smartphones, des tablettes, etc. Et donc, ils internalisent une expertise qui, pour eux, est difficile à aller chercher parce qu'ils ont une taille critique et ils sont moins agiles. Alors que Recommerce, c'est un des leaders français. Ils sont là sur le marché depuis 2009-2010. Ils ont l'expertise, ils ont les processus, etc. Donc, ils vont pouvoir s'intégrer à tous les réseaux de magasins. Et en plus, ils vont pouvoir ensuite élargir vers le petit électroménager, le moyen électroménager. Ouais. Ce qui est intéressant, on continue de se projeter avec la répression des fraudes qui arrive, avec des décrets d'application, etc. Ça veut dire que les acteurs majeurs du secteur, ils doivent quoi ? Ils doivent devenir mieux-disants d'une certaine façon. Ça leur met une sorte de pression. Comment vous l'analysez ? Quel conseil, puisque vous êtes un cabinet de conseil aussi, quel conseil vous leur donneriez pour épouser ce mouvement ? Je pense qu'ils doivent... déjà, il faut avoir une vision globale et écosystémique du marché du reconditionnement. Et les acteurs doivent être moteurs de leur propre transformation positive et doivent inciter justement le régulateur à agir plus vite. Ils doivent s'embrasser ensemble, s'entourer, s'encadrer, définir des référentiels qui vont eux-mêmes pousser ensuite au régulateur afin qu'il y ait un label du reconditionnement français. Et d'ailleurs, c'est sorti il y a quelques jours. Et en fait, ils doivent vraiment être moteurs et acteurs de mettre l'économie circulaire, l'éco-conception, le reconditionné au cœur des préoccupations du régulateur. Ouais. C'est un moyen aussi de sortir les fraudeurs du marché. Et notamment, ça permettra de faire une sorte d'écrémage assez naturel parce que finalement, ces petits acteurs ne vont pas prendre part aux discussions ou alors vont être finalement très vite mis en porte-à-faux et donc vont assez naturellement sortir du marché. Ouais. Donc c'est assez intéressant et notamment le régulateur et l'État a compris qu'il y avait un enjeu parce que c'est quand même un enjeu de transition écologique durable à long terme avec nos objectifs des accords de Paris. Et il y a quelques jours est sorti justement le reconditionné en France qui permet à certains acteurs d'affirmer avec ce label que toute leur chaîne de valeur du reconditionnement est bien faite en France. Parce que finalement, il y a déjà, alors que c'est une bonne idée au départ, l'économie circulaire, le reconditionnement, il faut le pousser, mais on a déjà des comportements d'acteurs qui achètent en masse des appareils reconditionnés en Asie du Sud-Est, etc., les importent et en fait sont juste des passe-plats et font la marketplace et c'est notamment ceux qui sont dans le rapport des GCC. Ouais, donc c'est vraiment intéressant de voir comment le marché évolue rapidement. Je voudrais qu'on évoque, il nous reste 2 minutes, la question de l'indice parce que c'est lié, l'indice de réparabilité des appareils électroniques. Depuis un an, les fabricants doivent afficher une auto-évaluation. Alors, ils sont souvent un petit peu optimistes, on va dire ça comme ça, et l'association HOP qui s'appelle HALT, à l'obsolescence programmée, leur donne souvent des notes qui sont moins généreuse, c'est ça ? Oui, et donc c'est aussi intéressant de voir ça, ce genre d'associations et de mouvements qui viennent un petit peu corriger l'effet naturel du marché à se survendre. Et en effet, par exemple, vous prenez des téléphones de grandes marques qu'on a tous dans nos poches, Hop leur a mis 6 sur 10, quand eux, sur leur site, mettaient 8 sur 10, avec des critères un petit peu différents. Et là, encore une fois, ces associations et le régulateur doivent définir des règles et un référentiel commun et traçable. Mais oui, parce que l'auto-évaluation, c'est facile. Ben oui, et la tentation, elle est trop forte de se trouver meilleur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut un autre système. Oui. L'auto-évaluation ne suffit pas. Je voudrais qu'on termine sur l'information des consommateurs. Notamment, peut-être, tiens, on peut faire un peu de pédagogie, faire la différence entre
occasion et reconditionné, parce que c'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose du tout, en effet. L'occasion, c'est vous achetez un produit qui est vendu tel quel, il n'y a aucune modification qui a été faite. Alors que le reconditionné, et encore une fois, il faut accentuer ce référentiel et les standards, mais le reconditionné, c'est un appareil qui a été pris dans son état, mais qui a été reconditionné, donc remis à l'état de neuf. C'est-à-dire qu'on a vidé toutes les données personnelles, on a fait des tests sur la batterie, sur le chargeur, sur les écrans, sur tout vraiment les logiciels aussi. Et notamment, la loi Rennes vient accentuer aussi récemment l'aspect obsolescence logicielle. Et ensuite, on le remet en vente avec des allégations produits bon état général. Mais encore une fois, c'est très subjectif, ça. Merci beaucoup, merci Maxime Dupont, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat. Dans ce Smart Impact, on va parler de précarité hygiénique. Quel rôle peuvent jouer les entreprises dans la lutte contre la précarité hygiénique? Voilà le thème de ce débat. Je vous présente mes invités. Karine Viel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement durable, déléguée générale de la Fondation d'entreprise Monoprix. Dominique Besançon, bonjour. Bonjour. Délégué général de Don Solidaire. Vous nous rappelez en quelques mots, c'est quoi Don Solidaire ? Alors, Don Solidaire, c'est l'association pionnière du don de produits non alimentaires. Nous existons depuis 2004 et donc voilà, cela fait 18 ans que nous mobilisons toute une chaîne de solidarité qui lutte contre la précarité. Concrètement, notre action consiste à collecter auprès des entreprises des produits non alimentaires que nous redistribuons à un réseau d'associations partout en France, 1100 structures qui viennent en aide à plus d'1 million de personnes en difficulté. Donc voilà, les produits collectés, ce sont des produits d'hygiène, des vêtements, des fournitures scolaires, des jeux, des jouets, des chaussures. Tous ces produits en fait qui sont nécessaires au quotidien et qui permettent de redonner un peu de dignité aux personnes qui en sont privées. Karine Viel, s'appuyer, on va parler de votre partenariat après, mais le principe s'appuyer sur une organisation, une association comme Don Solidaire, pour une fondation comme la vôtre, c'est quoi? C'est tout simplement indispensable? Vous avez besoin de ces acteurs-là? Oui, on a besoin de ces acteurs-là. On les soutient et on en a besoin parce qu'on a beaucoup de produits qui ne sont invendus dans nos magasins, qu'on donne à des associations. Donc sur la partie alimentaire, on a les banques alimentaires qui sont un peu comme Don Solidaire, le grossiste du don, on va dire, et qui redispatchent à plein d'associations en fonction de leurs réels besoins les produits qu'on peut leur confier. Et de la même manière, Don Solidaire sur la partie non alimentaire. Voilà, après chaque vague de solde, nos magasins, nos entrepôts, ils empaquettent ce qu'on ne va plus commercialiser demain. Et ça part à des associations comme la Croix-Rouge, comme Don Solidaire, qui ensuite redistribuent à des antennes locales. Ouais, donc c'est vraiment un maillon important. Je vous propose de poser le décor, en quelque sorte, le constat pour commencer sur cette question de l'accès à l'hygiène. Évidemment, c'est un marqueur de précarité. 3 millions de Français se privent des produits d'hygiène de base, renoncent à acheter du shampoing, du dentifrice, du savon, des protections périodiques. 1 700 000 femmes ne disposent pas de suffisamment de protection hygiénique en France. Cette situation, Dominique Besançon, elle s'est aggravée avec la crise sanitaire. C'est une évidence, mais il faut la rappeler. Tout à fait. Et donc, c'est évidemment au cœur des préoccupations de Don Solidaire aujourd'hui, cette précarité hygiénique. Et d'ailleurs, c'est nous qui l'avons portée à la connaissance du public, des pouvoirs publics, des entreprises, au travers d'une étude que nous avons menée sur l'hygiène et la précarité en France, qui a révélé les chiffres que vous venez de partager. 3 millions de Français qui renoncent à des produits d'hygiène de base faute de moyens. 1,7 million de femmes qui aujourd'hui sont victimes de précarité menstruelle. Vous n'avez pas parlé des étudiants, mais ils sont clairement victimes de la crise sanitaire. Aujourd'hui, un étudiant sur 10, un jeune sur 10, je parle des étudiants, mais ce sont les jeunes en général, aujourd'hui ne peut pas se procurer de produits d'hygiène, tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens. De la même manière, la situation des familles avec de jeunes enfants s'est beaucoup dégradée. Aujourd'hui, il y a un parent sur 5 qui nous dit ne pas pouvoir avoir assez de couches pour ses enfants. Voilà, donc ce sont des chiffres qui sont évidemment très marquants. Et la crise, vous l'avez souligné, a fortement aggravé la situation des personnes les plus fragiles. Voilà, donc avec toutes les conséquences que l'on connaît, on parle évidemment de l'aspect sanitaire, mais également l'impact aujourd'hui sur la confiance en soi, sur l'estime qui conduit chez ces personnes souvent à une exclusion sociale. Je pense encore aux jeunes qui sont 37% à dire qu'ils ne sortent pas de chez eux du fait
de leur apparence. Donc, oui, mais c'est un cercle vicieux qui s'installe d'une certaine façon. On se replie sur soi, on se socialise moins, peut-être qu'on va avoir plus de difficultés à trouver du travail, etc. etc. Exactement. Donc, on voit bien ce qui peut se mettre en place. Et donc, vous avez décidé ensemble de réagir, Karine Viel, avec notamment ces kits hygiène. C'est quoi l'idée et qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, on y trouve du shampoing, du gel douche, des protections hygiéniques, du dentifrice, du déodorant. Enfin, voilà, ces produits de base du quotidien dont on a tous besoin. Et c'est vrai que voilà, il y a plusieurs façons de réagir. Et la première façon, en effet, c'est de aussi bien comprendre les enjeux. Et c'est vrai que quand on pense précarité, quand on pense personne à la rue, par exemple, on pense à l'alimentaire. On se dit c'est ce qui est le plus important. En fait, aujourd'hui, en France, les gens meurent pas de faim. Enfin, je veux dire, c'est pas trop compliqué de trouver des façons de s'alimenter. En revanche, avoir une hygiène corporelle satisfaisante, correcte, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que Dons Solidaires, à travers ce baromètre, nous a permis, nous, entreprises donatrices ou mécènes qui essayons d'agir aussi à notre échelle, de mieux comprendre ces enjeux-là, qui sont un peu tabous, qu'on n'ose pas trop dire, voilà, et qui commencent à être un peu plus sus depuis, on va dire, 2 ans, je trouve. 2-3 ans. Ces kits hygiène, Dominique Besançon, c'est quoi c'est combien, quelle ambition et puis quelle infrastructure peut-être pour les mettre en place, tout simplement, pour les distribuer ? Alors, ces kits hygiène, nous pouvons les constituer grâce au soutien d'entreprises comme Monoprix, qui nous apportent notamment un soutien financier pour pouvoir les réaliser. Ils sont le fruit d'appels aux dons que nous faisons à nos partenaires entreprises, fabricants de produits d'hygiène, et qui sont d'ailleurs très mobilisés depuis le début de la crise sanitaire sur ces enjeux de précarité hygiénique, je tiens à le souligner. On a vu une augmentation de nos dons qui a été multipliée par 2 depuis 2 ans, donc on voit bien l'impact de la crise et ce phénomène accélérateur, on va dire, de l'engagement des entreprises. Donc voilà, sur base de ces dons que nous recevons des entreprises, nous pouvons, dans nos entrepôts, constituer des kits hygiène qui sont constitués, comme Karine vient de le décrire, de produits d'hygiène de base, de shampoing, de savon, de dentifrice, de serviettes hygiéniques, et qui sont ensuite distribués via notre réseau d'associations partenaires à des publics en difficulté. Ouais, si on élargit, vous l'avez un peu évoqué, mais on peut détailler tout ça, Dominique Besançon. Quelles sont les différentes manières pour les entreprises de s'investir dans une cause comme celle-là ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je le disais, la crise sanitaire a été un formidable accélérateur de l'engagement des entreprises. Mais aujourd'hui, de façon plus structurelle, on voit aussi qu'il y a une amplification en fait, de l'engagement sociétal. On voit que le don de produits n'est plus seulement une solution pour la gestion des invendus, comme on se le disait tout à l'heure, mais s'inscrit clairement dans une politique RSE. Et donc, les entreprises, aujourd'hui, sont dans des logiques de programmes de dons volontaires qui viennent soutenir une cause. Je pense, par exemple, à un partenaire historique de Dons Solidaires, au même titre que Monoprix. C'est l'entreprise Procter & Gamble, par exemple, qui, avec sa marque Always, est particulièrement mobilisée sur ces enjeux de précarité menstruelle chez les femmes et qui, maintenant, depuis 3 ans, nous donne chaque année des millions de serviettes hygiéniques. De la même manière, ils sont très engagés sur la précarité infantile. L'année dernière, nous avons reçu 1 million de couches Pampers. Donc voilà, on n'est clairement plus dans la lutte anti-gaspi, mais dans la recherche d'un impact social fort. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir comment les entreprises aujourd'hui cherchent à engager leur communauté, leurs clients, leurs salariés. On a de plus en plus d'opérations de produits partage qui sont organisées par les entreprises. La mécanique est simple, en fait. Quand le client achète un produit, c'est un don qui est fait à une association. Et donc, nous, typiquement, sommes bénéficiaires de ce type d'opération qu'on a mené avec un groupe comme eCity et ses marques Lotus, Nana, Tena, également avec Procter & Gamble, qu'on a déjà cité. Je pense également à Beiersdorf, qui est très engagé sur la précarité hygiénique avec sa marque Nivea. C'est vous qui les démarchez ? Ou alors, est-ce que maintenant, ils viennent spontanément vers des associations comme les vôtres pour dire on veut faire notre part ? Ce sont des partenariats en fait, qui s'enrichissent au fil des années. Donc voilà, c'est un échange régulier qu'on a avec nos partenaires qui historiquement est parti de la gestion de leurs invendus, voilà, et qui petit à petit est devenu un engagement sociétal plus fort, plus incarné au travers du don de produits. Ouais. Effectivement, si on revient au point de départ et si on prend l'exemple de Monoprix
Monoprix, il y a beaucoup d'actions, soit de Monoprix, soit de la Fondation, l'arrondi en caisse, le financement de mécénat de produits, le mécénat de compétences, etc. Mais est-ce qu'au départ, il y a une injonction réglementaire aussi qui vous pousse dans cette direction et puis ensuite, ça devient effectivement une stratégie RSE? Alors non, parce qu'on n'a pas attendu la réglementation pour mettre en place toutes ces choses-là. En fait, le point de départ, c'est en effet un engagement d'entreprise. Et en l'occurrence, pour Monoprix, on a défini 2 thématiques d'engagement sur lesquelles on veut agir en tant qu'entreprise ou à travers la Fondation, qui sont les femmes d'une part et la précarité d'autre part. Ouais. Et donc on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à notre échelle, encore une fois, à mener des combats ou à soutenir les gens qui mènent des combats sur ces thématiques. Donc on a à peu près 5 leviers, on en a parlé, le don financier, on finance des projets, donc de solidaires ou d'autres associations comme Féminité sans abri, comme Règles élémentaires, voilà, qui agissent. Et puis on a financé une partie de ces baromètres aussi pour essayer de mieux comprendre et de mettre en lumière ces enjeux auprès du grand public, auprès de nos politiques aussi. Ouais. L'arrondi en caisse, c'est intéressant de voir comment on fait participer finalement nos clients. Ouais. Voilà, en fait, l'arrondi, c'est vrai qu'on donne quelques centimes en arrondissant son ticket de caisse à l'euro supérieur et on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est des petits ruisseaux qui font des très grandes rivières. Je ne me rends pas compte, pardon de vous interrompre, mais c'est quel pourcentage de clients qui Alors aujourd'hui, il y a entre 10 et 15% des clients qui appuient sur le bouton vert en disant oui, je veux bien arrondir. Okay. Et puis là, en 2 semaines, un peu plus de 2 semaines en décembre dernier, on a récolté 185 000 € pour dons solidaires. Donc, avec ce système-là. Avec ce système-là. Donc en fait, c'est des montants qui sont colossaux et on ne s'en rend pas compte en tant que client parce que voilà, on donne quelques centimes, c'est $1 et puis on se dit bon. Qu'est-ce qui se passe derrière? Et en fait, c'est des grosses sommes qui servent à soutenir des associations et des sommes que nous, en tant que mécènes, entreprises mécènes, n'auraient pas les moyens de rassembler. Je voudrais aussi qu'on parle des collaborateurs de Monoprix. Est-ce qu'il y a certaines idées qui remontent du terrain, des collaborateurs qui disent « Ah tiens, il y a telle association, il faudrait qu'on fasse quelque chose ». Comment vous fonctionnez par rapport à ça? Alors nos collaborateurs, cherchent à participer. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Soit lors d'ateliers solidaires, on en avait organisé un avec Don Solidaire justement pour faire ces kits d'hygiène. Des collaborateurs étaient allés en entrepôt une demi-journée pour prêter main forte. On a des collaborateurs aussi qui viennent aider les associations qui font des collectes en magasin. Donc ça, c'est en renfort des bénévoles qui vous proposent d'acheter 1 ou 2 produits en plus et de les donner à la sortie des caisses. Et puis on a des collaborateurs aussi, notamment nos bureaux d'achat, qui sollicitent nos fournisseurs pour participer à ces mouvements de générosité, réussir à donner des produits quand on est sollicité par les associations qui nous disent voilà, on a besoin de couches, on a besoin de serviettes hygiéniques. Donc on sollicite aussi nos fournisseurs pour trouver des solutions tous ensemble. Dernière petite question, est-ce qu'il y a des enjeux juridiques? Je me suis demandé ça, c'est-à-dire que est-ce que pour une entreprise, le fait de passer par une association sur des produits, c'est une façon de déléguer la question de la sécurité, de ce que devient ce produit? Vous voyez, ma question est un peu complexe, mais un peu alambiquée, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Elle est intéressante parce que, en fait, pour resituer le contexte, il y a eu le vote de la loi anti-gaspillage et l'économie circulaire en février 2020, loi qui vient d'entrer en vigueur au 1er janvier 2022 et qui encadre justement ce sujet des invendus des entreprises. D'ailleurs, qui est aussi le fruit d'un plaidoyer qu'on a porté chez Don Solidaire, puisque cette loi aujourd'hui, elle interdit la destruction des invendus de produits non alimentaires et surtout elle oblige les entreprises à privilégier le don de leurs produits invendus, notamment les produits de première nécessité et les produits d'hygiène, à des associations de solidarité comme la nôtre. Voilà, donc c'est un point important et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, cette loi précise le cadre des donations qui sont faites aux entreprises, la responsabilité des uns et des autres, la manière dont les produits peuvent être donnés ou doivent être donnés. On avait besoin de ce cadre. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues présenter ce partenariat entre Don Solidaire et la Fondation Monoprix. On passe à Smart Ideas tout de suite avec Keep It. Bonjour Karine Maya-Lévy, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Keep It. Vous l'avez créé quand? C'était quoi le déclic en fait? Alors Keep It, l'idée en tout cas remonte à assez longtemps. C'est une banale panne de lave-linge qui survient juste après la fin de la période de garantie. Et moi, en tant que consommatrice, j'ai 3 enfants, il faut que je lave du linge et je le fais. Et pourtant, il faut racheter parce qu'on ne peut pas réparer, parce que c'est un peu comme ça.
Et en tant que citoyenne, je me dis, bon, non, mais j'en ai marre, j'ai plus envie de ça. Et comme il se trouve que je suis déjà une entrepreneur, je me dis, c'est peut-être une idée qui a du sens et qu'il faudrait aller creuser. Et donc, on a été, avec mon associé, on a été creuser tout ça. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'appareils, finalement, en France, qui étaient réparés, moins de 50%, que la durée de vie des produits allait plutôt en diminuant depuis une quarantaine d'années, et puis que les produits aujourd'hui électroménagers qu'on vendait en France, ils venaient plutôt de très loin. Donc vous vous êtes dit, on va inverser tout ça, quoi. Exactement, on va prendre le contre-pied de produire en France, du durable et du réparable. Exactement, on va prendre le contre-pied de tout ça et on va créer de l'électroménager qu'on ne jettera plus pour s'installer et s'inscrire dans une logique complètement différente en termes de consommation, mais qui répond alors à mes aspirations, mais pas qu'aux miennes, évidemment. On a fait des études de marché, on a écouté les consommateurs, et en fait, il y a de plus en plus de gens qui se disent il faut qu'on fasse autrement. Et aussi, avec nos achats, avec notre comportement de consommateur, on peut agir. Donc, voilà, on est parti comme ça. Ça commence par une bouilloire multifonction, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, ça commence par une bouilloire, parce qu'en fait, on s'est dit, bon, on ne va pas commencer par du gros électroménager tout de suite, parce qu'il faut installer beaucoup de choses. Et donc, on a réfléchi à un produit qui serait Keep-It compatible par excellence. Et en fait, la bouilloire, c'était intéressant parce que c'est le produit, quel que soit le prix qu'on met, qui se répare pas, qui a des durées de vie qui sont vraiment très, très limitées. Et donc, on s'est dit, OK, on part sur une bouilloire. Mais si on veut aller au bout de notre démarche de produits durables, de produits réparables, de produits évolutifs et de produits qui vont permettre de consommer moins et mieux, cette bouilloire, on va en faire un appareil multifonction. Donc en fait, c'est une bouilloire à température réglable et avec quelques programmes et des accessoires, on la transforme en une théière pour infuser exactement son thé à 85 degrés pendant 2 minutes 30. On la transforme en cuiseur pour faire cuire des pâtes, du riz, des œufs. Elle va servir de chauffe-biberon, elle va servir pour faire réchauffer au bain-marie, on va la transformer en cuiseur vapeur ou alors on va faire un assistant pâtisserie avec un bac bain-marie qui fait du chocolat, du beurre et tout ça. Mais toujours la même idée, c'est vraiment faire attention à sa consommation et consommer moins et utiliser. Mais alors, pour fabriquer cette bouilloire en France, la rendre durable, etc., ça a été facile, la filière existait, il a fallu c'est pas simple. Remuer quelques montagnes? C'est pas simple, on continue à les remuer, c'est pas simple. En fait, d'abord, ça part par de l'éco-conception, et puis quand vous dites éco-conception, ça met en branle un certain nombre d'éléments, et notamment les technologies qu'on va utiliser, les matériaux qu'on va utiliser, les choix qu'on va pouvoir faire. Donc d'abord on éco-conçoit, et puis ensuite on essaye de trouver les partenaires en France. Et il y a un exemple qui est assez représentatif des montagnes qu'on a soulevées, c'est celui de l'inox. Donc pour l'inox, pour trouver le partenaire inox, on a contacté 160 entreprises en France. D'accord. Sur les 160, la grande majorité n'a même pas répondu. Il y en a quelques-uns qui ont dit en fait, on ne veut pas se lancer avec une start-up, on ne veut pas commencer, on n'a pas envie, on a démarché, on n'a pas envie. Et il y en a 3 qui ont fait des études un peu approfondies, et une seule est arrivée à un dossier à nous dire on part avec vous. Et avec cette entreprise, il a fallu tout réapprendre, parce qu'en fait, on a perdu beaucoup de savoir-faire. Ouais. Le nom de l'entreprise? Elle s'appelle DEP. Eh bien voilà, il faut les mettre en avant. Merci beaucoup Karine Maya-Lévy. Bon vent à Keep-It. Il y a un grille-pain aussi parmi ces produits durables, réparables et fabriqués en France. Voilà, fin de cette émission. Je vous dis à demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.